Voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez venus si nombreux ce soir. Merci encore. Je vais passer la parole à Thierry maintenant. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Moi, je tenais à remercier effectivement Alain qui nous a trouvé des super conditions pour réaliser le stage là qu'on fait actuellement qui se passe au Tanner et puis qui nous a dégoté aussi cette salle. D'ailleurs, par chez moi, quand je leur ai dit je vais à l'ULB, alors là, c'était la concrétisation. Ils t'ont accepté à l'ULB, là, tout de suite. J'ai monté mes galons, alors merci d'être venu. Alors, bon, Alain a dit voilà, qu'on allait parler d'alimentation vivante, d'homéostasie. En fait, on ne va pas beaucoup parler d'alimentation. Vous allez voir, j'ai plutôt envie de parler d'autre chose ce soir, mais ça va être quand même intéressant. Une autre annonce quand même, si vous avez l'habitude de regarder les vidéos, parce que je fais beaucoup de vidéos et je sais que parmi vous, il y en a qui regardent beaucoup les vidéos, il n'y aura rien de neuf. C'est-à-dire, je vais vous sortir toujours la même chose. Donc, voilà, je vous préviens, comme ça vous ne serez pas déçus. J'espère que je vais le faire d'une façon suffisamment cohérente, parce qu'il y a une chose qui est importante pour moi. C'est quelque chose que je dis souvent, mais j'ai enchaîné comme ça les conférences, pas pour moi-même, même quand j'étais plus jeune, j'allais voir beaucoup de conférences, beaucoup de personnes. Et en fait, je me rendais compte que selon le charisme de la personne, souvent j'étais enthousiasmé par ce qui était dit. J'étais super content. J'ai dit, waouh, ce mec-là, il a dit quelque chose, puis c'était fort en moi, ça me portait, quoi. J'étais galvanisé. Et puis quand 2-3 jours après, je croisais un ami, et quand il me disait, bah alors c'était comment la conférence? Je lui dis, oh c'était chouette. Il me dit, ouais, mais c'était quoi? Ah c'était chouette. Mais c'était quoi? C'était chouette. C'était quoi? Ben, je sais pas, mais c'était chouette. C'était chouette. Et ça, c'est un truc, moi j'ai remarqué qu'on fait beaucoup, c'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup par adhésion. Vous savez, comme adhésion, comme un velcro. Finalement, on voit quelque chose d'intéressant qui passe, on s'y accroche. Et puis d'un seul coup, il y a autre chose qui passe, hop, on s'y accroche. Et comme ça, on saute d'une adhésion à une adhésion. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est, au travers de ce que je vais dire ce soir, je l'espère, permettre à la majorité d'entre vous de passer d'une forme d'adhésion à une forme de conviction. La conviction, c'est quelque chose qui ne dépend pas des époques, des modes, des rencontres, des articles dans tel ou tel journal plus ou moins fallacieux, mais qui va être vraiment quelque chose qui est vissé en nous, profondément, qui est une espèce de conviction profonde, une espèce de révélation, si j'ose utiliser ce terme, et qui va faire qu'on va pouvoir avoir une ligne directrice et qui va nous conduire et qui va nous soutenir. Et donc vraiment, c'est tout le propos, c'est tout ce que j'aimerais faire passer, parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé à un moment de ma vie, et cette conviction, elle m'a littéralement changé la vie. Alors, quand je parle de conviction, je vais aussi vous mettre à l'aise tout de suite. Je n'ai strictement aucune légitimité pour parler ici. J'ai aucun diplôme, j'ai rien. Il y a encore 5 ans ou 6 ans, je ne savais même pas où était mon foie, c'était quelque part entre là et là. Donc j'ai juste ma passion, mon enthousiasme pour un domaine qu'on appelle la physiologie, mais je n'ai aucune légitimité. Donc ce que je vais vous dire, c'est le fruit d'une réflexion, d'une expérience, d'un regard. C'est le fruit d'énormément d'inspiration, parce que c'est comme toujours pareil, on ne fait que recycler des choses qui ont déjà été dites, et puis on les incorpore, on y ajoute sa petite sauce, et puis on le relance à nouveau. Mais je n'ai aucune autorité pour parler ici. Par contre, je vais essayer de vous raconter une histoire. Quand je dis une histoire, je vais essayer de vous présenter un modèle de fonctionnement de l'humain. Alors, ce modèle, il va peut-être être en rupture avec nombre des modèles traditionnels pour nous. Le modèle qu'on nous a donné étant jeune, que j'appellerai le modèle symptomatique, va être radicalement différent du modèle que je vais vous proposer. En tant que tel, on peut se permettre de proposer, je crois, énormément de modèles. Parce que le modèle, ce n'est jamais la réalité. Le modèle, c'est un système explicatif de la réalité. Et le modèle, sa vertu, c'est de nous permettre de comprendre ce qui est la réalité et nous permettre d'avoir une action qui soit adaptée. Mais un modèle, quelque part, on le juge à ses fruits. C'est-à-dire, un modèle, il est bon s'il apporte des résultats qui nous conviennent. Alors, moi, je suis né dans un modèle, comme la plupart d'entre vous. Je suis né dans une culture, un peu plus au sud, 1000 et quelques kilomètres au sud, je suis catalan. Mais je suis né dans un modèle de la santé, du fonctionnement du corps humain, dont on m'avait promis, quelque part, que ça allait fonctionner parfaitement et que j'allais être en pleine santé toute ma vie. Et il se trouve qu'à 33 ans, je me suis un peu mangé le mur. Je ne vais pas vous faire le numéro mélodramatique là maintenant, mais on va dire qu'à 33 ans, il y a un médecin qui m'a dit, texto, voilà, bon là maintenant, c'est bon, c'est plié, 5 jours à vivre.
Donc ça, c'était un diagnostic. Alors, son diagnostic était vrai, hein, pas le pronostic, mais le diagnostic, oui. Son diagnostic il était basé sur le fait que j'avais une espèce de tuberculose qui m'avait mangé complètement le poumon droit, j'avais une hépatite, j'avais une pancréatite, et surtout, je pesais tout mouillé le poids de 30 kilos. Là, déjà, je suis pas épais, j'en fais 60, 30, vous enlevez la moitié. Vous voyez, même sur une chaise roulante, ça fait pas lourd, même en comptant la chaise. Donc, j'étais en sale état. Et donc, automatiquement, je me suis posé la question, et comment ça se fait, alors que normalement, tout devrait bien fonctionner, que ça fonctionne si mal? Non, parce qu'arriver à 33 ans dans un état pareil, c'est pas joyeux. Et alors, je me suis posé cette question, et j'ai rencontré des personnes qui m'ont apporté des réponses. Ces personnes m'ont simplement dit, eh ben, écoute, le modèle que tu as utilisé, qui t'a amené à agir et à fonctionner dans cette vie, bah, il était faux. Et nous, on t'en propose un autre. Bon, au point où j'en étais, je me suis dit, bah, autant essayer autre chose. Vu que ce jeu-là, je l'avais joué et puis que ça m'avait mené droit dans le mur, je me suis dit, je vais jouer un autre jeu. Je l'ai joué et ma vie a été radicalement transformée. Et donc, c'est ce que j'aimerais partager ce soir. Alors, je vous avertis, ce que je vais vous dire, ça peut paraître extrêmement banal, ce que je vais vous dire. Et pourtant, je pense qu'il y a dans ce message ce qu'on appelait l'hygiénisme d'une certaine manière. C'est un courant de pensée qui est assez ancien et qui, pour le coup, remonte à Hippocrate. Parce que je sais qu'on jure souvent sur le serment d'Hippocrate, mais je pense que si on se référait vraiment à Hippocrate, on se rendrait compte que on jure un peu à côté, quoi. On a fait un petit pas de côté par rapport à Hippocrate. Mais c'est une approche du corps humain, du fonctionnement du vivant, qui est dit hygiéniste. Et surtout, cette approche, elle part d'un principe qui, là, pour le coup, n'est pas un modèle, c'est une loi propre au vivant, et c'est une loi qu'on ne m'avait jamais dit. Et c'est une loi, moi j'aimerais bien qu'on l'apprenne aux enfants en étant jeunes. Cette loi, c'est une loi qu'on appelle la loi de l'homéostasie. Alors j'en parle largement, et je rebats les oreilles avec tout le monde, et en même temps je trouve que c'est quelque chose qui est juste fabuleux, qui est une promesse la plus belle qu'il soit. Cette loi, elle dit que tout système vivant, alors a priori, en tout cas à l'époque, j'avais encore 5 jours à vivre, donc je dis, ouais, je postule, moi 5 jours à vivre, je suis encore vivant, donc ok, je cueille. Tout système vivant, laissé à lui-même en l'absence de perturbation. Alors ça, dans ma petite tête, je range, je me dis, ok, il y aurait donc des perturbations. Ok, on va voir, ça va être le fruit. Tout système vivant laissé à lui-même en l'absence de perturbation revient spontanément à l'état d'équilibre. Alors, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire revenir spontanément à l'état d'équilibre. Premièrement, il y a le mot spontanément. Spontanément, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'énormément de techniques, que tu n'as pas besoin de spécialistes, de chamans, d'exorcistes ou quoi que ce soit, ça revient spontanément, tout seul. En plus, c'est tout système vivant. C'est-à-dire, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de gens qui le méritent. C'est tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre en l'absence de perturbation. Et l'état d'équilibre, au point de vue biologique, c'est ce qu'on appelle le climax. Le climax. Alors, le climax, qu'est-ce que c'est? Pour une espèce, c'est l'état de fonctionnement optimum. Alors là, on peut faire le pari. Est-ce que l'état de fonctionnement optimum pour l'humain, c'est d'être déprimé, avachi, d'avoir des hémorroïdes, des boutons partout, d'une calvitie naissante à 20 ans? Ou est-ce que le climax, c'est d'avoir une pleine santé physique, morale, émotionnelle? Alors, dans l'hygiénisme, on fait le pari que l'état normal de l'individu, l'état normal de l'être humain, c'est plutôt un état de santé global. Un état de santé physique, psychique, intellectuel, spirituel, ça fonctionne à tous les niveaux. Donc, cette loi, qui est une loi valable pour tous les organismes vivants, c'est-à-dire que quand on dit tout système vivant, ça peut être un individu, ça peut être une cellule d'un individu, ça peut être un groupe d'individus, ça peut être un arbre, ça peut être une forêt, c'est tout système vivant. Ça peut être une population bactérienne, ça peut être une colonie de champignons, ça peut être un banc de poissons, c'est un système vivant. Tout système vivant laissé à lui-même en l'absence de perturbation, revient spontanément à l'état d'équilibre. Moi, je trouve que c'est un message qui est juste fabuleux et que j'aurais bien aimé qu'on me dise quand j'étais jeune. Parce que si tu prends ce message au pied de la lettre, tu te dis, ok, si actuellement je vais mal et que je ne reviens pas à l'état d'équilibre comme ça m'est promis, c'est qu'il y a un blême quelque part, il y a du larcène, c'est qu'il y a des perturbations quelque part qui empêchent que cela fonctionne bien. Regardez, je vais vous citer un exemple que je prends souvent. Tu prends un couteau, tu te coupes, d'accord? Il va y avoir une plaie qui se forme. Tu t'attends le lendemain matin à ce que ça soit peu ou prou cicatrisé. D'ailleurs, on ne va pas commencer à faire un pèlerinage et à crier Alléluia parce qu'on a une cicatrice qui s'est formée et que ça s'est réparé.
Mais si tu as une voiture et que la veille au soir, tu te fais enfoncer la portière, t'as beau la garer précautionneusement chez toi, en l'absence de perturbation, c'est-à-dire dans un parc fermé, quand tu reviens le matin, tu t'attends pas à ce que la portière, elle soit à nouveau mise en forme normalement. Ouais, mais c'est la grosse différence qu'il y a entre un organisme vivant et un organisme non vivant. En fait, le vivant, il est auto-réparant. Et moi, pour moi, ça, c'est un truc juste énorme. C'est-à-dire que le vivant est auto-réparant. Et quand je dis auto-réparant, c'est-à-dire que c'est spontané, ça vient tout seul. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de mérite à avoir ça. Et c'est valable pour tout le monde. Il est auto-réparant. Donc immédiatement, la question qui vient juste après, c'est pourquoi est-ce que ça ne se passe pas? Non, parce que techniquement, je ne sais pas vous, mais moi dans ma vie, bon déjà, tout n'est pas pour le mieux actuellement, mais à l'époque, tout était pour le plus mal. Parce que franchement, à 33 ans, être dans l'état où j'étais, on ne peut pas dire que je manifestais l'auto-réparation par excellence. Hein, c'était pas frais, quoi. Alors, dans cette loi, on dit tout système vivant laissé à lui-même en l'absence de perturbation. Imaginez, moi quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de vélo, et j'avais tendance déjà à prendre de l'angle quand je faisais les vélos. Avec les copains, on attaquait bien dans les tournants. Et donc, comme on attaquait bien dans les tournants, on était sur des petits chemins de vigne, ça dérapait. Donc, on se mangeait les genoux. Donc, régulièrement, j'avais les genoux passablement râpés. Hein, donc, des grosses égratignures, ça commençait à cicatriser. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Avec mon petit doigt, enfin avec mon gros doigt, je venais et je grattais la plaie. Ça rendait ma mère folle, parce qu'effectivement, ça ne cicatrisait jamais. Alors, tout système vivant laissé à lui-même revient spontanément à l'état d'équilibre. Effectivement, toute égratignure sur le corps revient spontanément à l'état de jolie peau rose, hein, sans aucune marque. Là, si je vous montrais mes genoux, je n'ai pas l'intention, mais si je vous montrais mes genoux, vous verriez qu'il n'y a pas particulièrement de marque sur mes genoux. Alors qu'à l'époque, j'ai passé des années et des années à avoir les genoux ravagés parce que tous les 4 matins, je me mangeais à vélo. Hein. Par contre, tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre. Tout genou égratigné revient spontanément à l'état de joli petit genou rose, à condition qu'il soit en l'absence de perturbation. Si tous les soirs j'arrive avec mon petit doigt, qui est pour le coup la perturbation, et que je viens gratter ma plaie, la réparation ne se fera jamais. La réparation, elle nous est promise, par contre, il faut se retrouver en l'absence de perturbation. Et cette loi, elle a un petit truc en plus. On dit tout système vivant laissé à lui-même revient spontanément à l'état d'équilibre en l'absence de perturbation. Et puis il y a un petit paragraphe en dessous qu'il faut bien lire, en passant par une série de processus qu'on appelle des processus régulateurs. On ne dit pas, ouais, ça peut passer par des processus régulateurs, mais si tu n'en veux pas, on peut aller plus vite et t'en fais pas, ça ira pour moi. On te dit, en passant par une série de processus qu'on appelle des processus régulateurs. Par exemple, quand tu t'égratignes les genoux, t'as pas immédiatement juste après la peau toute rose, toute cicatrisée, magnifique. Ça commence par une espèce de grosse croûte dégueulasse qui suppure, qui est pas belle. C'est pour ça moi que je l'ai enlevé. Hein. Même avant ça, ça commence, t'as une espèce de pus qui coule, là, c'est blanchâtre, hein. Ça pue un petit peu. Hein. C'est ce qu'on appelle de la lymphe, c'est rempli de bactéries, c'est pas ragoûtant. Et puis juste après ça, il y a une espèce de petite croûte qui se forme mais qui est pas jolie. Et puis si tu t'en arrêtes là, tu vois ça, tu dis ah c'est trop horrible, c'est moche, je l'enlève. Hein, c'est ce que je faisais. Ben, toutes ces étapes sont absolument nécessaires pour arriver à l'étape finale qui est la jolie peau rose de bébé qui va se reconstruire. Alors, pourquoi est-ce que, alors qu'on est des êtres vivants, donc des systèmes vivants, et qu'on est donc promis à la pleine santé, mais la pleine santé au sens global, on va pas bien, l'hypothèse que je formule, c'est qu'il y a énormément de perturbations, que nous les ignorons, que nous ne les considérons pas comme des perturbations, et qu'elles empêchent le fonctionnement normal de l'organisme, qui est de revenir à la pleine santé. Et je trouve que ça change beaucoup de choses au niveau paradigme, au niveau vision des choses, parce qu'on a toujours l'impression que la santé, c'est le fruit d'un combat. Il faut qu'on aille le gagner, il faut qu'on cherche, il faut qu'on aille voir des spécialistes, il faut qu'on prenne tel et tel et tel complément. On te dit bien, tout système vivant laissé à lui-même en l'absence de perturbation, laissé en lui-même. On te dit pas tout système vivant gavé de compléments alimentaires venus du fin fond de la forêt amazonienne. On te dit pas tout système vivant traité par je ne sais pas combien d'immunosuppresseurs. On te dit tout système vivant laissé à lui-même en l'absence de perturbation. Donc en fait, il n'y a rien. Il y a besoin de rien, il revient spontanément à l'état d'équilibre. Ça fait un peu promesse de bonimenteur de foire. Et en même temps, qu'est-ce qu'on expérimente quand ça se répare au niveau de notre genou égratigné? Alors, pourquoi est-ce que ça va si mal? Moi, c'est la question que je me suis posée. Vous allez me dire, ouais, ça va pas si mal. En vérité, ça va mal.
Ça va mal. Il y a encore peu de temps, j'étais à un congrès qui s'est passé à Paris, le premier congrès sur l'autisme. Hein, vous savez, ce qu'on appelle l'autisme et les syndromes du spectre autistique. Bon, actuellement, c'est un peu à la mode. C'est un peu à la mode pour une bonne raison. Il y avait une personne qui était un peu spécialisée là-dedans, qui s'appelle Natasha Campbell, qui parlait et qui expliquait un petit peu les statistiques de l'autisme. On est passé en moins de 20 ans à un enfant sur 2000 à peu près en Angleterre qui présente des troubles avérés du spectre autistique à un enfant sur 32. Ça fait quand même beaucoup, ça fait 3%. Et elle disait que les statistiques et les prévisions à 15 ans à peu près, c'était un enfant sur 2. Donc elle disait, bon, tant qu'il y a un enfant sur 2, il y aura le second pour s'occuper du premier. Donc tout va bien. Par contre, la mauvaise conclusion, c'est que le second risquait d'être diabétique ou je ne sais pas quoi. Et donc au final, ça n'allait pas vraiment marcher. Donc comment ça se fait qu'on aille si mal, On est une population qui est quand même gavée d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, qui est gavée de médicaments immunosuppresseurs. On va pas si bien que ça. Je pense que chacun dans sa vie, si on passe en revue, là on n'est pas là pour faire du misérabilisme, on va pas faire la cour des horreurs, mais il y a des tas de choses qui ne vont pas. Alors, il y a certainement des tas de raisons. Moi j'en ai une sur laquelle je voudrais m'arrêter et qui me paraît essentielle. Il y a eu une espèce de gros basculement qui s'est passé à la fin du 19e siècle et qui s'est complètement manifesté après la Seconde Guerre mondiale. À la fin du 19e siècle, il y avait deux gaillards qui partageaient le même laboratoire. Il y en a un dont on connaît parfaitement le nom, qui s'appelle Louis Pasteur, et puis il y avait son pote qui s'appelait Antoine Béchamp. Ils ont travaillé ensemble un temps, et puis un jour, ils ont profondément divergé tous les deux, parce qu'ils avaient des hypothèses de travail qui étaient radicalement différentes. Alors je dis bien hypothèse de travail. Donc hypothèse de travail, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. C'est une proposition qu'ils font et ils disent voilà, on va essayer ça. Alors l'hypothèse de travail de Pasteur, elle était simple. C'était que l'être humain, le corps humain, est stérile. Donc stérile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dépourvu de tout micro-organisme. Il n'y a pas de microbes dans le corps humain. Il n'y a pas de microbes à l'état normal dans le corps humain. Un microbe étant tout ce qu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu. C'est une définition extrêmement précise et scientifique, mais ce n'est pas une blague. Si vous tapez microbe, vous allez voir, c'est tout ce qu'on ne peut voir qu'au microscope. Et donc l'hypothèse de Pasteur, c'était que le corps humain était stérile. Et que si on voyait des microbes dans le corps humain, parce qu'il savait très bien qu'on arrivait à voir des microbes, des bactéries dans le corps humain, eh bien, c'était parce que c'était des microbes et des bactéries pathogènes qui visaient à déséquilibrer cette forme de stérilité, qui venait empêcher cette forme de stérilité. Et donc, que notre seule mission était de shooter délibérément toutes ces formes pathogènes microbiennes, de manière à ce que la stérilité du corps humain soit rétablie et qu'il n'y ait plus de problème. Donc globalement, nous, on est stérile, on se balade dans le vaste monde, il y a des microbes qui nous attendent dans le coin de la rue, ils nous tombent dessus, et quand ils nous sont tombés dessus, il s'agit de s'en débarrasser. Antoine Béchamp, il avait une hypothèse qui était radicalement différente. Lui, il disait, les formes microbiennes, elles sont en nous, elles font partie de nous, elles sont même nous, et ces formes microbiennes, eh bien, leur forme va varier en fonction de l'état du terrain. Il postulait quelque chose qu'on appelle le pléomorphisme, pour dire polymorphisme aussi, c'est-à-dire que toutes les formes vivantes qui sont en nous, bactéries, champignons, virus, les micro-formes vivantes, mais que ces formes vivantes étaient modifiées par l'état du terrain. Et l'état du terrain, qu'est-ce que c'est? C'est l'état intérieur de notre corps. Et il parlait en particulier, on y reviendra tout à l'heure, de l'acidité, du niveau d'acidité de notre corps, qui allait faire que certaines formes bactériennes allaient pouvoir être transformées et voyaient leur fonction modifiée. Donc, on a Pasteur, on est stérile, on est attaqué par des méchants microbes. On a Béchamp qui dit les méchants microbes, ils ne sont pas méchants. Ce qui les rend plus ou moins méchants, c'est notre état intérieur. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a quand même une différence fondamentale entre les deux. Parce que Pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on est stérile. Alors, moi, dans ma tête, quand je pense stérile, je vois tout de suite une blouse blanche. Je vois quelqu'un qui gabade dans les prés, là, tu vois, verdoyant. On est pur. On est innocent, on n'a aucune responsabilité, on était juste parfait. On était juste parfait, et tu as un de ces microbes qui nous attend au détour du tournant pour nous tomber dessus et souiller notre stérilité. Notre belle virginité est souillée par un méchant microbe. Mais d'ailleurs, vous vous en rendez compte,
quand on dit microbe, moi, mon petit, des fois, je le traite de microbe. Quand je lui dis ça, il sait très bien que je le taquine, mais c'est pas vraiment positif. S'il y a un mec qui t'apprend dans la rue et qui te dit espèce de microbe, tout de suite, tu sais que va falloir se battre, quoi. Enfin, va se battre ou négocier selon sa taille, mais en tout cas, c'est pas un suffixe amélioratif, c'est plutôt péjoratif. Donc ça, c'est l'approche de Pasteur. On est vierge, on est pur, on est innocent. Il y a des méchants microbes dans un monde hostile qui nous attendent au détour du chemin et qui essayent de nous cibler. Dans le monde de Béchamp, c'est pas du tout ça. On n'est pas vierge, on n'est pas pur, on est rempli de micro-organismes et notre responsabilité est totale quant à la forme que vont prendre ces micro-organismes dans notre corps. Parce que chez Pasteur, on est vierge, on est pur, mais on est aussi complètement irresponsable. Parce qu'en fait, c'est un peu l'aléatoire. En fonction de nos rencontres, en fonction de ce qui nous tombe dessus, on va avoir plus ou moins de microbes qui vont s'installer. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tout ça, c'était des hypothèses. C'était des propositions qui étaient faites. Et on peut même imaginer que Pasteur, il a lancé ça un soir alors qu'il était en train de prendre l'apéro avec ses copains. Il s'est dit, tiens, si on pariait que le corps humain était stérile. Oh non, tu vas pas faire ça, Louis. Si, on va essayer. On va essayer. Et puis ses potes, ils devaient être influents, certainement, parce qu'ils y ont cru. Ou alors ils avaient tous un coup dans le nez, je sais pas, ils y ont cru. Et finalement, ça a été promu comme idéologie dominante. Je sais pas vous, mais moi, quand je suis né dans ce monde, on m'a appris que les microbes, les bactéries, les virus, les champignons, les choses comme ça, c'est pas vraiment des amis. On m'a toujours dit attention aux bactéries, attention aux virus, attention aux microbes. Quand on sait que nombre de virus sont par exemple des bactériophages, c'est-à-dire que les virus régulent les populations de bactéries dans le corps, on peut se dire peut-être que le virus il fait autre chose. En tout cas, on a fait le pari de Pasteur. C'est un peu con, excusez-moi l'expression, parce qu'en fait on s'est planté. Alors, oups, on s'est planté. Actuellement, si vous tapez sur les moteurs de recherche, vous allez vous rendre compte que depuis 15 ans, d'un seul coup, c'est la grande effervescence dans les milieux de recherche. Le nombre de publications explose pour nous dire qu'en fait, on est à plus de 90% bactériens plus que cellulaires. On a 9 fois plus de bactéries et de micro-organismes dans notre corps que de cellules. Qu'on est essentiellement bactérien et que ces bactéries, elles ne sont pas pathogènes. Il y a des bactéries pathogènes dans notre environnement, mais que ces bactéries, elles sont essentielles pour notre fonctionnement métabolique. On parle de plus en plus du microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qu'il y a dans nos intestins et qui sont responsables de toutes les fonctions d'assimilation, de digestion, de chélation, de protection. On nous dit même que notre système immunitaire est essentiellement bactérien. Donc en fait, on a fait le pari de Pasteur. Et comme le modèle de Pasteur était un modèle dans lequel le microbe et la bactérie étaient négatifs et nuisibles, on a développé tout un arsenal de manière à rentrer dans la proposition de Pasteur, c'est-à-dire détruire toutes les bactéries. On a agi selon un modèle et on est allé au bout de notre modèle. Et on est allé particulièrement bien au bout de notre modèle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Souvent je dis la Seconde Guerre mondiale est sans aucune provocation. Ça a été une catastrophe, mais plus encore pour ce qui s'est passé après. Ça a été une catastrophe pendant la Seconde Guerre mondiale, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Par contre, il s'est passé un problème à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que pendant la guerre, il y avait quand même un truc ultra positif, c'est qu'au niveau des industries chimiques, ça turbinait à tout va. Il fallait de la bombe. Donc pour produire de la bombe, ça donne du travail pour tous. Et donc on avait des industries chimiques, en particulier des industries du soufre en particulier, qui turbinaient à plein régime. Puis manque de bol, un jour il y a eu la paix, parce que ça s'est épuisé, ils ont eu la victoire. Et là d'un seul coup on s'est retrouvé avec des tas d'usines, on ne savait pas quoi en faire. On n'allait quand même pas les fermer, c'était dommage. Donc, sur le coup ils n'avaient pas d'idée où déclencher une nouvelle guerre, donc ils se sont dit il va falloir qu'on trouve un autre moyen de le recycler. Et donc s'appuyant sur la théorie pasteurienne qui voulait que le vivant, les formes bactériennes et microbiennes étaient particulièrement nuisibles pour l'homme et pour le vivant, on s'est dit, on va utiliser ces produits, le soufre en particulier, pour créer une classe de produits qui va éradiquer toute forme microbienne. Alors, on les a utilisés dans les champs, en créant toute une classe de pesticides, de fongicides, d'insecticides, qu'on a balancés systématiquement sur les sols pour détruire toute vie microbienne dans les sols. Et puis, on a inventé une classe de produits qu'on appelle les antibiotiques, qu'on a donné à gober aux individus. Et ces antibiotiques, on est très fort dans notre technique, ces antibiotiques, ils sont arrivés à leur fin. C'est-à-dire qu'ils ont shooté une grande partie des bactéries qui se trouvaient dans l'humain. Manque de bol,
50 ans après, on se dit « Oh ben mince, j'aurais pas dû. J'ai fait une erreur. Ah non, arrêtez les gars, on s'est planté. Désolé, Pasteur, il avait bu. En fait, c'était une blague qu'il nous faisait. On est essentiellement microbiens. Hein. Et tous ces microbes sont essentiels au fonctionnement de l'humain. Fonctionnement immunitaire, fonctionnement digestif, fonctionnement même cognitif. Hein, on parle de plus en plus des intestins comme du second cerveau. Ça a été cet après-midi, là, pendant que je donnais le cours là au Tanner, je montrais que c'est plus même notre premier cerveau que notre second cerveau. Hein, et qu'il y a un fonctionnement nerveux propre au système entérique dont on ne mesure même pas l'étendue. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on va si mal? La première des raisons pour moi, c'est que depuis presque 100 ans, et particulièrement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on mène une véritable guerre contre toute forme du vivant, les formes microbiennes du vivant, et que ces formes microbiennes du vivant, c'est nous. C'est-à-dire qu'on est essentiellement un support à microbes. Donc, shooter le vivant et shooter le monde microbien, c'est se suicider, c'est se tirer une balle dans les pattes. C'est même à tel point que je me demande même, je me dis souvent, mais on est sacrément résistant, parce que vu ce qui nous est imposé, ben, on est quand même encore debout. On tient à peu près la route. Alors, on tient à peu près la route, on est gavé de stimulants, d'antidépresseurs, d'antidouleurs, d'anti-ceci, d'anti-cela. Mais quand même, on tient encore la route. Donc, il y a une guerre contre le vivant, et pourquoi est-ce qu'on est si mal? Moi, ça serait la première des réponses. Je vous parlais tout à l'heure des facteurs de perturbation. Et quand on parle facteurs de perturbation, de plus en plus, ça se dit, on parle de l'alimentation. Voilà, il y a encore 15 ans, quand tu parlais d'alimentation, quand tu débarquais dans une soirée et que tu disais « Ah ouais, moi, le gluten, les produits laitiers, les additifs alimentaires et tout », tu passais au mieux pour un pauvre hippie sur le retour. Les mecs qui te regardaient avec un peu de compassion, ils disaient « C'est quoi? C'est un peu la folle du village, là, c'est… » Bon, mais bon, ça allait, tu faisais rire tout le monde un petit temps, et puis bon, après, on passait à un autre sujet, quoi. Maintenant, c'est mainstream, comme on dit, hein. Dans les médias, on parle de plus en plus sans gluten, sans produits laitiers, on en parle même à France 2, donc si on en parle à France 2, c'est que c'est vraiment vrai, quoi, donc c'est sérieux, hein. Et on nous parle de l'alimentation à tout va. Alors, ce soir, je ne vais pas vraiment vous parler d'alimentation, parce que pour moi, il y a un énorme leurre là-dedans. Quand je vous parle de la loi de l'homéostasie, je dis tout système vivant laissé en lui-même en l'absence de perturbation revient spontanément à l'état d'équilibre. Il revient spontanément à l'état d'équilibre comment? Eh bien, il revient spontanément à l'état d'équilibre à partir de ses propres ressources, de ses propres réserves, des matériaux qu'il va venir puiser en lui pour se reconstruire et pour revenir à l'état d'équilibre. Et puis, il va revenir à l'état d'équilibre à partir de ce qu'il va trouver dans son environnement. Hein, il va puiser dans son environnement des matériaux, moi ce que j'appelle les nourritures, mais au sens le plus large du terme. Hein. C'est les nourritures, ce que l'on mange, les nourritures relationnelles, les nourritures spirituelles, les nourritures émotionnelles, tout ce qui va pouvoir venir nous nourrir. Hein. Et donc, on puise dans notre environnement ces matériaux pour venir nous reconstruire. Sauf qu'on oublie une chose. Quand on parle d'alimentation, moi je suis très branché, fruits, légumes, je vais vous en parler d'ici la fin, je vais arriver à vous les placer. Hein. Bon, si tu prends une magnifique corbeille de fruits et de légumes, ok, les meilleurs fruits, des trucs maturés à l'extrême et tout, et que tu les places au pied d'un macabé, le mec ne va pas être régénéré dans l'instant. Il va pas redémarrer. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une incapacité notoire à se saisir, à digérer et assimiler ces produits. Jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? Parce qu'il lui manque, parmi d'autres choses, il lui manque une donnée essentielle, c'est un système nerveux qui lui permet de fonctionner. Le système nerveux, c'est ce qui nous permet de relationner avec notre environnement. C'est ce qui nous permet d'échanger avec notre environnement. Donc, ce qui permet la reconstruction du corps, c'est ses réserves propres, c'est ce qu'il va trouver dans son environnement, et c'est avant tout cette énergie nerveuse qui est en lui, qui va lui permettre à la fois les opérations de nettoyage, de reconstruction et d'échange avec l'environnement. Alors actuellement, je crois que le modèle pasteurien, il a pris un coup dans l'aile. On est de plus en plus nombreux à se rendre compte que ça marche pas comme on nous l'avait dit. Et donc, dans les médias, on nous dit tout, mais c'est la faute au gluten, c'est la faute aux produits laitiers. Regardez là-bas, regardez là-bas, regardez là-bas. Hein, regardez là-bas, et qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'on est complètement omnubilé par ce que l'on va manger. Et pour moi, c'est un moyen de diversion extraordinaire. Parce que je crois
que la principale chose qui nuit à notre état de santé actuellement, la question de la nourriture, on va en parler. Il y a énormément de problèmes dans ce que nous mangeons. Mais il y a un plus gros problème encore, c'est l'épuisement massif de notre système nerveux. Mais le problème, c'est que si tu commences à questionner le fonctionnement de notre système nerveux et l'état dans lequel nous sommes tous, c'est tous les fondements même de notre développement et de notre société que tu es en train de questionner. Parce que globalement, je vais te dire, qu'est-ce qui est favorable pour le système nerveux? Ce qui est favorable pour le système nerveux, ce qui permet une bonne régénération du système nerveux, ce qu'on connaît dans l'hygiénisme, c'est des choses aussi simples que le sommeil. Ça ne paraît pas une méthode révolutionnaire pour régénérer le système nerveux, pourtant c'est extraordinaire. Le sommeil permet de régénérer le système nerveux. Le soleil aussi. Le soleil est un formidable régénérant du système nerveux. Le massage, le contact empathique avec une personne, c'est un formidable régénérant du système nerveux. Le fait de se retrouver en milieu naturel aussi, proche de sources, proche d'eau, proche de la mer, le fait de marcher pieds nus dehors, ce sont des formidables régénérants du système nerveux. À l'inverse, qu'est-ce qui est plutôt épuisant pour le système nerveux? C'est le fait de ne pas respecter ses rythmes de sommeil. C'est le fait d'être soumis à un stress constant, intense. C'est le fait de ne pas voir la lumière solaire. C'est le fait aussi, par exemple, d'être bombardé en permanence par un véritable brouillard électromagnétique dans lequel on baigne en permanence. Alors, si vous regardez les valeurs de l'époque, techniquement, se balader à moitié à poil, au soleil, pieds nus, dans l'herbe, en se faisant masser, c'est pas le modèle de développement le plus commun. Donc quand on parle d'épuisement du système nerveux, si on le considère à son juste titre, ça veut dire que c'est tout le modèle de développement de notre société et tout notre mode de vie qu'il faut venir critiquer. Alors, c'est pour ça que je pense qu'actuellement, on nous dit « Regardez l'alimentation, c'est à cause de l'alimentation ». Parce que l'alimentation, c'est pas un problème. Parce que faire du sans gluten et du sans produits laitiers, les grosses firmes industrielles qui produisaient du avec gluten avec du produit laitier, ils n'ont aucun problème à nous faire du sans gluten sans produits laitiers. La machine tourne toujours extrêmement bien. Ils nous feront même du sans additif, il n'y a pas de problème. McDo nous fera du sans gluten sans produits laitiers. À partir du moment où ça se vend, il n'y a aucun problème, ils le feront pour nous. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que tu auras beau apporter du sans gluten et du sans produits laitiers, si tu l'apportes à un Maccabée, il ne va pas bouger pour autant. L'état de notre système nerveux est essentiel. Alors tu vas me dire, ouais, non mais attends, l'état de notre système nerveux, faut pas exagérer, il n'est pas si mauvais que ça. Imaginez, vous êtes en voiture. Rien que le fait de conduire une voiture. J'ai un ami qui dit souvent, ça me fait toujours rigoler, il dit, moi la première fois où je suis monté dans une voiture, j'ai commencé à regarder à mes pieds, j'ai vu 3 pédales et j'avais 2 pieds. Déjà je me suis dit, il y a un problème. Ah, mais c'est ça, gérer 3 pédales avec 2 pieds, ça demande quand même une adaptation. C'est un stress pour l'organisme. Parce que quand on parle de stress, ça veut dire quoi stress? Stress, ça veut dire adaptation. Le système de stress, c'est le système d'adaptation. S'adapter, c'est bien. Sauf qu'il faut voir à quelle hauteur il marche. Bon, alors imaginons, vous maîtrisez les 3 pédales, après pas mal d'entraînement. Ou alors vous êtes rendu une voiture automatique si vraiment ça passait pas. Donc, vous maîtrisez les 3 pédales. Ok? Vous êtes en voiture. Donc, en voiture, il faut quand même surveiller aussi les 3 rétros. D'accord? Pendant que vous êtes en voiture, il y a votre téléphone qui sonne. Il faut l'éteindre, mais bon, vous l'avez laissé allumer. Parce que... Et là, il y a votre épouse ou votre mari, selon votre choix, qui vous appelle et qui vous dit « Est-ce que tu as pensé à faire les courses ?» Il sait très bien que tu n'as pas eu le temps de faire les courses. Tu as déjà dû aller chercher les gamins qui étaient en retard à l'école. Tu n'as pas eu le temps. Elle te dit « Non, mais là, il faut que tu ailles faire les courses et ainsi de suite. » Ok. Donc là, déjà, le stress augmente, l'adaptation augmente. Pendant ce temps, il y a les gamins qui sont à l'arrière, qui sont en train de se disputer les bagnoles Hot Wheels que vous venez de leur acheter dans le magasin de jouets. Parce que vous auriez dû prendre les 3 mêmes, parce qu'au moins ils ne se seraient pas disputés. Mais les gamins, comme ils n'ont pas les 3 mêmes, ils sont en train de se les disputer. Donc ils sont en train de brailler à l'arrière, ils sont en train de crier. Et vous, pendant ce temps, vous êtes en train de vérifier le texto que vous envoie votre femme, pendant qu'il faut que vous soyez aussi en train de surveiller la circulation dans vos rétroviseurs, de gérer les gamins qui sont à l'arrière en train de s'agiter. Stress et adaptation maximale. Alors ça, si c'est mené de façon ponctuelle, c'est pas un problème. Imaginons, vous arrivez à la maison, et là, vous ouvrez la porte, votre épouse vous attend avec un ukulélé à la main.
Glouum, glouum, glouum. Il y a un plateau avec un verre de jus de légumes, une table de massage, une ambiance, vous savez, un peu feutrée, là, tranquille. Et là, elle vous prodigue un bon massage. Elle vous caresse les pieds. Vos enfants viennent vous parler avec douceur. Ils disent « Ah, t'es un bon papa, t'es une bonne maman. » Mais immédiatement, à cette dépense d'énergie nerveuse qui aura été faite dans un premier temps, il va y avoir en balance une régénération du système nerveux qui va être proposée. En pratique, j'ai vu que c'est rarement le cas. Au contraire, votre épouse ou votre mari qui vous attend à la maison est aussi au taquet que vous. Donc ça va ne faire que monter, monter, monter pendant la journée. Et on est en sollicitation permanente du système nerveux. Alors, un système nerveux, le système nerveux, il est responsable d'énormément de fonctions dans notre corps. On parle souvent du système nerveux autonome. C'est celui qui régule tout le fonctionnement de nos organes en l'absence de conscience. C'est-à-dire que pendant que je vous parle, il y a mon cœur qui bat. Mes poumons, je respire, il y a des tas d'échanges, mon foie synthétise des acides aminés, il y a des processus de chélation, d'élimination, mes reins sont en train de filtrer. Mes intestins, dans mes intestins, il y a une espèce d'onde qu'on appelle le péristaltisme intestinal qui fait que les selles sont en train de progresser. Il y a des opérations digestives qui sont en train de se produire. Et tout ça, je ne l'ai pas en conscience. Ça, c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Et ce système nerveux autonome, il a deux branches d'une certaine manière. Il y a une partie qu'on appelle le système nerveux sympathique et l'autre qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Pour faire simple et caricatural, le sympathique, c'est la pédale d'accélérateur, le parasympathique, c'est la pédale de frein. Quand on te demande de t'adapter, tu appuies sur le parasympathique et c'est le parasympathique qui prend les devants. Quand tu te retrouves en position de relaxation, ukulélé, jus et massage, là, tu es plutôt dans le parasympathique. On parle de parasympathicotomie. Le système nerveux sympathique, il a une particularité. Quand il agit par exemple sur le cœur, il augmente les contractions cardiaques. Et pour ça, il utilise un produit qu'on appelle l'adrénaline. Et l'adrénaline augmente les contractions cardiaques. Il y a aussi une constriction des vaisseaux sanguins qui fait que le sang est envoyé plus fort, plus loin. Et donc, il y a une meilleure vascularisation de tout le corps. À force de solliciter le système nerveux sympathique, à force de tirer, à force de se retrouver dans la voiture avec les gamins qui braillent, à force de se retrouver à solliciter par le téléphone portable, à force de se retrouver avec des dossiers à réaliser en urgence par un petit chef qui sait très bien que vous ne pourrez jamais le réaliser pour demain matin et que vous allez devoir passer votre nuit à bosser là-dessus. À force de tirer sur la corde du système nerveux sympathique, à un moment, il n'y a plus assez d'adrénaline. Il n'y a plus assez de pression qui est exercée. Le cœur ne pousse plus assez fort. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe une multitude des choses. Mais parmi celles-ci, il y a un phénomène qu'on appelle la baisse de pression. C'est-à-dire que le cœur n'a plus assez d'adrénaline pour pousser le sang jusqu'aux extrémités de votre corps. Vous commencez à avoir les doigts froids. Vous commencez à avoir les pieds froids. Puis quand on parle d'extrémité du corps, on parle aussi de la boîte à poux. Et au contraire même, c'est placé au-dessus. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre la gravité pour y arriver. Je me souviens, moi j'ai eu un moment, pas d'extase, mais en tout cas un moment de révélation, le jour où, en discutant avec un clinicien, il m'a dit ce que c'était pour lui la définition clinique de la dépression. Il m'a dit, dépression, défaut de vascularisation du lobe frontal. Le lobe frontal étant une partie du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, c'est tout simple. Dépression, absence de pression. Incapacité de la pompe cardiaque de monter du sang jusqu'au cerveau. Alors, quand le sang n'arrive plus jusqu'au cerveau, non seulement c'est la dépression, mais c'est toutes les fonctions cognitives qui sont impactées. Le fonctionnement de ce système nerveux, il impacte en premier lieu notre fonctionnement cognitif. Et vous remarquerez qu'on est une époque qui n'est pas particulièrement glorieuse au niveau du fonctionnement cognitif. C'est-à-dire, quand tu regardes les statistiques de consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, d'antimigraineux, tu te rends compte que c'est vraiment la maladie de l'époque. Donc, je vous dis, pour moi, avant de parler d'alimentation, avant de parler d'environnement, notre environnement alimentaire, ce qui nous nourrit au sens le plus large, je pense qu'il y a des vraies questions à se poser sur le fonctionnement de notre système nerveux. Pour la bonne et simple raison que
la plupart des conditions et des situations que nous vivons dans notre vie sont anormales pour notre système nerveux. Par exemple, là, ce soir, il est quelle heure? Il doit être 7h30, 8h à peu près. Hein? Si vous regardez dehors, le jour est en train de se coucher. À midi solaire, hein, quand le soleil donne à plein, la lumière est très crue, très blanche. Quand le soir vient, l'intensité lumineuse diminue, les couleurs sont plus douces. On est plus dans des tons rougeâtres normalement du couchant, à part quand il y a un ciel plombé et gris. Mais bon, voilà. Dans les pays normaux, on voit des couchers de soleil extrêmement rougeâtres. Il y a dans le corps humain une horloge interne, hein, un système organisationnel qui est indexé sur la lumière solaire, sur l'intensité de la lumière solaire. On sait qu'on a des capteurs dans l'œil qui ne sont pas les fameux cônes qui permettent la vision. Il y a des capteurs dans l'œil qui réagissent à l'intensité solaire et qui permettent une cascade d'adaptation métabolique dans le corps humain. Se retrouver à 8 heures du soir sous une lumière qui est une lumière de néon. La lumière des néons, ça veut dire qu'elle va avoir par exemple une fraction de lumière bleue importante qui mime la lumière qu'on va avoir en plein midi. Ben pour le corps humain, c'est totalement perturbateur. C'est totalement perturbateur parce que l'information qu'on lui donne, c'est le plein jour. C'est le plein jour. Alors qu'actuellement, c'est la nuit. Ça devrait être la nuit pour nous. Et ben là, on parle de situation de stress. Situation d'adaptation. Il faut s'adapter en permanence. Notre système sympathique est sollicité en permanence par des situations qui sont anormales. Dans cette salle, je suppose qu'il y a des personnes qui ont des téléphones portables qui sont allumés. Si vous tapez en français ou en anglais sur Glouglou, rayonnement électromagnétique, ondes électromagnétiques et système endocrinien et système nerveux, vous allez commencer à trouver une kyrielle d'études scientifiques au possible, pas des trucs de babalulu sortis de je ne sais pas quelle théorie, hein, des vraies études scientifiques publiées dans Science ou des choses comme ça, et qui vous montrent l'impact extrêmement délétère et le stress métabolique occasionné par l'exposition quotidienne au rayonnement électromagnétique. Donc en permanence, notre système nerveux sympathique est sollicité. Et comme il est sollicité en permanence, qu'est-ce que ça donne? Il s'épuise. Il s'épuise. Et notre capacité à échanger avec notre environnement, notre capacité à nous adapter diminue chaque jour davantage. D'ailleurs, comment est-ce que vous voulez savoir si quelqu'un est fatigué et épuisé? Sa capacité adaptative diminue. Et comment on sait si la capacité adaptative diminue? Tu vas voir, tu prends une personne qui est cool comme ça, puis d'un seul coup tu commences à la solliciter. Puis tu arrives une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui lui posent des questions à la fois. Vous allez voir 2 types de profils. Vous allez voir la personne qui gère le truc cool, oui, non, bon, tranquille, serein, zen, c'est fonzi, relax. Et puis à l'inverse, tu as la personne qui va complètement flipper, qui va avoir qu'une seule envie, c'est se recroqueviller, se protéger, se cacher. Cette personne a un système adaptatif qui n'est plus fonctionnel. De la même manière, l'adaptation, c'est l'adaptation au changement de programme, au changement de la vie, l'adaptation au changement de température. L'adaptation au changement de position. Si par exemple, tu te mets couché comme ça, et puis hop, quand tu te relèves, et puis tu as des espèces de petites mouches devant les yeux. Ça, c'est que ton système adaptatif n'est pas au point. Il commence à être épuisé. Et tu commences à être épuisé au niveau de ton système nerveux. Et si tu es épuisé au niveau de ton système nerveux, c'est tous tes échanges avec ton environnement qui sont ralentis. Pourquoi est-ce qu'on va de plus en plus mal ? Parce que notre système nerveux qui assure les fonctions normales de base, métabolique, de nettoyage et d'alimentation est complètement épuisé. Et pourquoi? Parce que si tu passes en revue tout notre mode de vie, alors ça peut paraître énorme, on va se dire non mais qu'est-ce qu'il faut changer? On va pas tous vivre dans des cases de paille là au milieu du Larzac, là tranquillement à élever des chèvres. Non, déjà parce que le Larzac est trop petit, mais en même temps, je disais cet après-midi à titre de provocation, si tu passes en revue de manière systématique tout ce que le monde moderne nous a apporté comme bienfaits, la plupart sont extrêmement nuisibles au système nerveux. Tu étudies la lumière électrique par exemple, tu te rends compte que la lumière électrique est extrêmement perturbante pour le système nerveux et pour le système endocrinien. Je ne te parle pas des téléphones, des tablettes, ça c'est juste
une catastrophe. Hein. Je ne te parle pas du travail sur ordinateur, les emails, les choses comme ça. Ça, c'est une catastrophe. Stress maximal. Tu reçois je ne sais pas combien d'emails, tu es en relation avec je ne sais pas combien de personnes à travers le monde, ce qui est juste totalement anormal. On n'est pas fait pour gérer autant de relations, on n'est pas fait pour gérer autant d'interrelations. D'ailleurs, tu vois ce qui se passe sur les forums de discussion, sur les Facebook, les choses comme ça part toujours en live. Ça part toujours en live. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas adapté à gérer une telle quantité d'échanges. Ça va trop vite, on n'est pas adapté. Qu'est-ce qui n'est pas adapté à notre système nerveux? Ce qui n'est pas adapté à notre système nerveux, c'est qu'on reste à l'intérieur en permanence, sans mouvement, statique et sédentaire, alors qu'il faut de la sollicitation pondérée, mais il faut de la sollicitation. Donc, tout ce qui est, alors on va dire, pour caricaturer, la majorité de ce que l'on qualifie comme apanage de la modernité, si vous les passez en revue, et j'ai pas l'intention ce soir de les passer tous en revue, mais si vous les passez en revue, moi je dirais objectivement, alors il y en a qui vont me dire c'est ton objectivité à toi, je suis d'accord, mais si vous les passez en revue objectivement, vous allez vous rendre compte que tous, peu ou prou, nuisent à notre système nerveux et nous demandent une adaptation maximale et nous épuisent au final. Le problème c'est qu'on est complètement accro à ces joujoux. Pourquoi? Parce qu'ils nous donnent un potentiel d'action qui est juste complètement fabuleux. Moi, j'ai longtemps été complètement accro au téléphone portable. C'était fabuleux. Je relevais mes mails, je pouvais travailler n'importe où. C'était juste extraordinaire. Et il m'a fallu énormément de connaissances, de prise de conscience par rapport à l'aspect délétère de ce téléphone portable pour que j'accepte de l'abandonner. Et ça m'a coûté énormément. C'est très dur de se marginaliser. Je suis complètement d'accord. Mais ce que je voudrais par là, c'est une petite piste que je lance, c'est avant d'aller s'occuper d'alimentation, avant d'aller s'occuper de toutes les techniques naturopathiques qu'on peut imaginer, bien réaliser que la force, l'état de notre système nerveux conditionne tout. Et que quelque part, on ne peut pas, selon moi, aspirer à une bonne santé. On ne peut pas aspirer à un état de joie, de plénitude et de fonctionnement normal si notre système nerveux n'est pas peu ou prou remonté, réhabilité. Et ça, c'est craignos parce que ça veut dire que ça peut nécessiter de sacrées réformes dans la vie de chacun. Et c'est pour ça que je pense que c'est très tentant actuellement de tout faire porter sur l'alimentation, de taper sur l'alimentation à l'extrême. Parce qu'au moins, quelque part, l'alimentation, on voit facilement ce qu'on peut faire. Puis ça ne nous demande pas de grandes réformes. Au magasin bio, tu changes de rayon. Tu passes du rayon avec gluten au rayon sans gluten. Tu passes du rayon avec additif au rayon sans additif. Donc l'effort n'est pas énorme. Mais si on réalise que notre mode de vie dans sa globalité, que l'idéologie qui sous-tend notre mode de vie, eh bien, est en train de nous conduire droit dans le mur en nous épuisant, en nous essorant littéralement. Et c'est ce qu'on voit souvent. Parce que on prend des jeunes, je ne sais pas si vous avez vu, moi, souvent j'ai un flash parce que je suis amené par ma vie actuelle à être souvent avec des jeunes enfants. Et donc souvent, on va dans des parcs et je vois les enfants. Je vois la vitalité extrême qu'ils ont. Et je vois les parents assis sur un banc. Et souvent, j'ai une espèce de flash. Je vois les gamins avec leur belle police et leur vitalité, toujours en train de courir, la plupart en train de rigoler pour un oui ou pour un non, qui prennent les choses avec beaucoup de décontraction, qui s'adaptent relativement bien, qui n'ont pas vraiment froid, alors que les parents sont gelés avec des anoraks qui leur disent « mais un manteau, j'ai pas froid, mais un manteau, j'ai pas froid, un manteau ». Parce que la mère ou le père, il est complètement statique sur son fauteuil. Quand je regarde les gamins, quand je regarde le parent, je me dis « mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Où est-ce qu'il y a eu un bug là ? Mais où s'est passé là tout ce qui a été perdu ? Parce qu'objectivement, il y a quelque chose de fondamental qui a été perdu. Mais ce quelque chose de fondamental qui a été perdu, moi la vision que j'ai la plupart du temps, c'est qu'on a été essoré, on a été littéralement pressé jusqu'au jus. On a été pressé jusqu'au jus par un mode de pensée, un mode de vie auquel nous adhérons volontiers parce qu'on est tombé dedans, parce que c'est notre culture, parce qu'on nous a appris dès le départ que c'était le seul mode de développement, que c'était la normalité et que de toute façon il ne fallait pas faire autrement. Et on est littéralement pressé, on est pressé jusqu'à n'avoir plus de jus et une fois que tu n'as plus de jus, tu dégages et tu attends patiemment la mort. Notre mode de vie, j'en suis persuadé, par les hyper-sollicitations qu'il nous impose, par l'anormalité radicale et l'artificialité qu'il nous impose, nous conduit droit à l'épuisement nerveux. Et ça, on aura beau manger les meilleurs fruits et légumes du monde, pour avoir côtoyé énormément de personnes qui ont vécu ce qu'on appelle par exemple le burn-out, l'épuisement, la fatigue chronique, je peux vous dire que
quand le système nerveux sympathique est HS, quand les glandes surrénales, ces fameuses glandes qui produisent de l'adrénaline, ne peuvent plus produire de l'adrénaline, t'as beau vouloir tout ce que tu veux. Vous savez, on est une époque volontariste. On te dit, quand tu veux, tu peux. T'es un winner. C'est Rocky Balboa, là. Comme ça. Hein. C'est une idéologie très volontariste. Eh ben, quand tu veux, tu peux. Quand tu es en état d'épuisement, macache. Tu as beau vouloir, tu ne peux pas. Va dire à la personne qui est au fond de son lit, qui est complètement épuisée, qui n'arrive pas à se lever le matin, quand tu veux, tu peux. Elle va te regarder, elle va te confirmer d'un clignement d'œil qu'elle veut vraiment, mais qu'elle ne peut pas. D'ailleurs, hein, c'est assez rigolo, quand on parle de quand tu veux, tu peux, pour les hommes, ça peut être aussi criant de vérité. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur les statistiques de vente de compléments alimentaires. Pour les hommes, ben, je ne pense pas que ça vous surprenne, la plus grosse vente de compléments alimentaires, ce sont des produits qui favorisent l'érection. Hein. Le Viagra naturel, le bois bandé, le Muriapuina, enfin, c'est pas que je les connaisse par cœur, hein, mais je m'y suis intéressé, voici pour la conférence. J'avais fait une petite démonstration, alors qui était un petit peu imagée, mais pour expliquer ce qui se passait. Parce qu'effectivement, on se rend compte que, par exemple, pour les hommes, les plus grosses ventes, les best-of, c'est toutes les plantes qui favorisent l'érection. Il faut bien comprendre que le pénis d'un homme, ça ressemble un peu à un zodiaque. Vous savez, quand vous déballez un zodiaque, il est rangé tranquillement dans son sac. Quand vous le déballez, il est tout flasque au sol. Vous commencez à mettre de l'air dans les boudins, et là, il commence à se tendre. Ben, le sexe masculin, c'est exactement à peu près la même chose. Il y a deux parties qu'on appelle les corps caverneux, et eux, ils ne se remplissent pas d'air, ils se remplissent de sang. Par contre, ça serait un zodiaque un peu particulier. Parce que dans les zodiaques, vous pompez, vous pompez, vous pompez, vous mettez la pression, hein, mais en même temps, il y a une valve qui empêche que le zodiaque se vide en même temps. Ben, pour le sexe masculin, c'est pas pareil. Il se vide en même temps et il faut maintenir la pression, et il faut maintenir la pression, et il faut maintenir la pression. Et pour maintenir la pression, qu'est-ce qu'on demande? On demande à ces fameuses petites glandes surrénales de produire beaucoup d'adrénaline pour que le cœur se contracte, pour que les vaisseaux se contractent fortement, pour qu'on augmente la pression et pour que la pression se fasse dans le sexe masculin. Ben pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes érectibles? Alors vous allez me dire, ben, qu'est-ce que c'est un peu de l'anecdote. Non, c'est pas de l'anecdote. Parce que ça reflète énormément l'état d'épuisement général chez la plupart des hommes passés 35-40 ans. Il n'y a plus assez d'énergie simplement pour maintenir une bonne érection. Un truc à la Rocco Siffredi. Ça ne tient plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met des anneaux pour tenir. On met des petites pompes. J'ai vu, hein, parce que je suis allé me balader sur Internet pour voir ça, on met des petites pompes pneumatiques pour créer une érection artificielle. Qu'est-ce qui se passe? On constate juste que le système nerveux est complètement épuisé. Donc, par ces quelques exemples, le message que je voulais faire passer, c'est d'abord, ne nous leurrons pas. Effectivement, je vais vous parler d'alimentation, je vais vous parler de fruits, de jus de légumes et tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Par contre, je me suis fait moi-même leurrer pendant pas mal de temps. C'est-à-dire que j'avais tendance à mettre le maximum de mon attention sur ce que l'on mangeait. Ce que l'on mange est important. Par contre, je me suis rendu compte que plus important que ça encore, il y avait l'état d'épuisement de notre système nerveux. Et que les réformes qui sont nécessaires pour répondre à cet état d'épuisement risquent pour chacun de nous de remettre en cause totalement son mode de vie. Voilà. Parenthèse fermée. Alors ensuite, effectivement, il y a aussi ce que l'on mange. Je vais dire notre environnement au sens le plus général du terme. Et ça, pour le comprendre, parce que c'est vrai que moi, je me suis déjà entendu dire par des personnels de santé, une phrase que nombre d'entre vous ont peut-être entendue, quand tu demandes, oui, non mais est-ce que mon alimentation aurait quelque chose à voir ou pourrait améliorer les paramètres de la pathologie que je vis? Non, certainement pas. Si ça le faisait, ça se saurait. Alors, j'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup marqué et j'avais envie de la raconter là. Cette expérience, elle concerne un de nos cobayes maison, qui n'était pas un cobaye volontaire, qui s'appelle Michel. À la maison, Michel, c'est le poisson rouge. Comme ça, on donne des petits noms à nos poissons rouges. Donc on a un poisson rouge qui s'appelle Michel. Et Michel, il vivait sa vie tranquille de poisson rouge dans un bocal. Et un jour, il y a les enfants qui m'appellent, qui me disent « Thierry, il y a Michel, il va pas bien. » Thierry, comment ça, il va pas bien?
Ah, il nage à la surface sur le ventre. Donc techniquement, je ne m'y connais pas beaucoup en poisson, mais je me suis dit, il ne doit pas être bien frais, ça doit y avoir un problème. Donc, je suis arrivé et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que l'aquarium de Michel était plein de terre. Les enfants, certainement, s'étaient dit que Michel devait être triste parce qu'il n'y avait pas de terre au fond de son aquarium. Donc, méticuleusement, ont ramassé énormément de terre et l'ont mis dans l'aquarium de Michel. Michel baignait dans une eau saumâtre. Et Michel nageait sur le ventre. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais deux possibilités devant moi. Je me suis dit, allez, soit l'une, soit l'autre. Soit je téléphone au laboratoire Sanofi Pasteur et je leur demande s'ils ont déjà prévu un cachet pour Michel pour qu'il puisse retourner à l'état normal dans son eau saumâtre. J'ai pas pris cette possibilité. Je me suis dit, je vais choisir la seconde possibilité. J'ai chopé Michel, de toute façon dans l'état où il était, je me suis dit, je vais le sortir de l'eau, il vaut mieux le sortir de l'eau pour pas qu'il nage là-dedans. J'ai vidé l'aquarium, j'ai remis de la bonne eau. En plus, on a la chance à la maison, c'est de l'eau de forage qui n'est pas traitée, qui n'est pas chlorée, qui n'est pas quoi que ce soit. J'ai remis Michel dans son eau. Il a eu un moment où il était un peu entre les deux, là, il dansait un peu le jerk. Et puis après, il s'est remis à l'horizontale, il s'est remis normal et il a commencé à vivre sa vie de poisson. Alors, vous allez me dire, bon, l'histoire de Michel, ça va, c'est gentil et tout. Mais non, l'histoire de Michel, pour moi, elle était édifiante. Michel, son état de fonctionnement était à l'image de son environnement. Son environnement, c'était l'eau dans laquelle il baignait. Et vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup regardé Nicolas Hulot, tous les gens comme ça, les écologistes. Et ils me plaisaient bien. Et puis, ils me disaient toujours, il faut prendre soin de ton environnement. Ça me concernait, quoi. Je me disais, oui, il faut prendre soin de mon environnement. Mais en fait, il y avait un truc que je n'avais pas réalisé. C'est qu'en fait, il faut prendre soin de notre environnement parce que notre environnement, c'est nous-mêmes. Nous sommes à l'image de notre environnement. Comme Michel est à l'image de la qualité de l'eau dans son aquarium, nous sommes exactement à l'image de ce que nous allons trouver dans notre environnement. Pourquoi? Parce que le corps humain, en tant qu'être vivant, eh bien, il interrelationne en permanence et il se nourrit de son environnement. Si tu vis dans un environnement qui est rempli d'eau boueuse, eh bien, tu vas te construire à partir de cette eau boueuse. Si tu vis dans un environnement qui est composé d'une eau chlorée, ben, tu vas te nourrir et te construire à partir de cette eau chlorée. Si tu es dans un environnement qui est composé d'une eau naturelle qui n'a pas été traitée, qui est bien vivante et qui est chargée de minéraux, eh ben, tu vas te construire à partir de cette eau-là. Ben, pour l'humain, c'est exactement pareil. Tu te construis à partir des aliments que tu vas trouver dans ton environnement. La qualité des aliments que tu vas trouver dans ton environnement va déterminer la capacité de ton corps, basée sur cette fameuse loi de l'homéostasie qui dit que tout système vivant laissé à lui-même en l'absence de perturbation revient spontanément à l'état d'équilibre. Eh bien, tu vas, en puisant dans ton environnement, trouver les matériaux qui vont permettre de te reconstruire. Et c'est là tout le challenge. Parce que c'est vrai que là, je vais commencer à vous parler, par exemple, d'alimentation. Mais pas que d'alimentation. Quand on te parle de ton environnement, pour Michel, ça saute aux yeux. Tu vois, quand j'arrive, que je vois l'aquarium de Michel, je vais pas me gratter la tête pendant 2 heures en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi Michel, quel est ton problème? Pourquoi est-ce que tu nages sur le ventre? Tu vois, je vois l'eau boueuse, je me dis, il y a un problème. Mais Michel, il nage dans l'eau boueuse, il faut virer l'eau boueuse et remettre l'eau propre. Nous, on réalise pas qu'en permanence, on nage dans une eau boueuse. Et que c'est un véritable problème. Alors, je vous parle pas qualité de l'air, qualité de l'eau, qualité de notre alimentation, puisque je vous ai dit, passé la Seconde Guerre mondiale, on a méticuleusement aspergé tous les produits qui poussent sur le sol, on les a aspergés de pesticides, d'insecticides et de fongicides. Sauf que les pesticides, les insecticides et les fongicides qui sont là pour tuer le vivant, on les consomme nous aussi. On les bouffe, on les mange. Et le vivant en nous, qu'est-ce qu'il en fait? Il en décède de la même façon. Et donc, quand on dit finalement que nous sommes à l'image de notre environnement, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas pour nous? Pourquoi est-ce qu'on va si mal? Simplement parce que notre environnement n'est pas propice à la reconstruction de tissus sains. Pourquoi? Parce qu'il est exactement comme Michel. Michel, s'il baigne dans une eau claire, Michel va bien. Si Michel baigne dans une eau saumâtre, Michel va mal. Si l'humain baigne dans un environnement saumâtre, l'humain va mal. Si l'humain baigne dans un environnement riche et nourricier, l'humain va bien. Alors, au niveau alimentaire, on pourrait y passer des heures. On va faire plutôt simple. Surtout qu'il y a des tas de querelles, de clochers au niveau alimentation. Vous savez, si vous allez sur le net, il y a des tas de théories.
En vérité, moi j'aime bien essayer de regarder ce qu'il y a de commun dans les approches et non pas ce qu'il y a de différent. Qu'est-ce qu'il y a comme différence notable entre notre alimentation et l'alimentation, par exemple, de nos arrière-grands-parents ou de nos grands-parents? Il y a des choses qui ont été enlevées et il y a des choses qui ont été rajoutées. Alors, manque de bol, ce qui a été enlevé, c'était plutôt des produits qui étaient extrêmement bénéfiques pour le corps, et ce qui a été rajouté, c'est plutôt des trucs qui sont extrêmement non bénéfiques pour le corps. On aurait pu faire dans le sens inverse, encore une fois, on s'est planté, on accumule les erreurs. Alors, si on regarde ce que notre alimentation a gagné depuis ces 50 ou 100 dernières années, qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné énormément de pesticides, énormément de fongicides, énormément d'insecticides. Elle a gagné énormément d'additifs alimentaires, énormément de colorants. Or, personne n'arrivera à me persuader que le E127, E129 et le E130 sont des aliments pour l'humain, sont nécessaires à le plein épanouissement de l'humain. Notre alimentation a gagné énormément d'additifs. Et en parallèle avec ça, qu'est-ce qu'elle a perdu? On parle souvent, et très très souvent, on parle des lipides, des glucides, des protéines, et on se bat à coups de composition alimentaire des aliments. Est-ce que tu prends plus de lipides, plus de glucides, plus de protéines? Mais ça, dans un aliment, c'est ce qu'on appelle les macronutriments. Macronutriments, les nutriments, c'est ce qui nourrit dans l'aliment, et les macros, c'est les gros. Mais à côté de ça, il y a toute une classe de produits qu'on appelle les micronutriments. Vitamines, minéraux, produits antioxydants, et j'en passe et des meilleurs. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça, donc je ne pourrais pas tous vous les citer. Il y a certainement des gens plus qualifiés que moi. Et qu'est-ce qu'on a perdu particulièrement durant ces 50 dernières années? C'est toute cette classe de micronutriments, tous les minéraux, les vitamines. Et pourquoi est-ce qu'on les a perdus? Parce que globalement, on a imposé à notre alimentation énormément de processus de transformation qui passent par de l'industrialisation, de la pasteurisation à haute température et qui ont tous pour propriété peu ou prou de détruire ou de transformer la nature de la plupart des micronutriments qui se trouvent dans notre alimentation. Qu'est-ce qu'on a perdu? C'est ça, essentiellement. C'est pour ça que quand on me demande, oui Thierry, qu'est-ce qu'il faudrait manger? Alors déjà, je dis, bon, moi je sais ce que moi je crois qu'il faudrait que je mange et qu'est-ce qui m'a permis, moi, de revenir à un bon état de santé. En tout cas, que je juge, moi, pour un bon état de santé. Par rapport aux 30 kilos dans une chaise roulante, je crois que c'est assez facile à démontrer que je vais mieux, techniquement. Mais moi, j'estime que je me sens vraiment en bonne santé. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu les micronutriments. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, qu'est-ce qui m'a changé la vie? C'est de choisir une alimentation qui est surabondante en micronutriments, qui est surabondante en minéraux, qui est surabondante en vitamines. Et d'ailleurs, tout le monde te le dira. Si tu vas voir des naturopathes ou des choses comme ça, les mecs, qu'est-ce qu'ils vont te prescrire? Ils vont te prescrire des vitamines et des minéraux. Et toi, tu pourrais leur poser la question, tu pourrais dire, attends, mais dis-moi, de la vitamine A et tout, il n'y en a pas dans les carottes, dans le chou, là, il n'y a pas aussi des minéraux, tout ça, non? Si. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus, tes cachetons? Rien. Non, ils n'ont rien de plus. Moi, qu'est-ce que j'ai choisi? À l'époque où j'étais le plus mal, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, si tu vas aussi mal, alors ils m'ont parlé surtout d'alimentation à l'époque, c'est parce que tu as bouffé jusqu'à présent de la MERDE et qu'il faut changer radicalement. Et que, en mangeant, alors à l'époque, moi, c'était tout cru, en mangeant des fruits et des légumes en très grande quantité, tu vas te reconstruire. Alors, dans l'état où j'étais, de toute façon, connerie pour connerie, je me suis dit, autant mourir en mangeant des mangues et des ananas, vu que j'ai que quelques jours à vivre, autant me régaler avec ça. Et il s'est passé quelque chose d'assez quand même incroyable. C'est que c'était en août, c'était en 2007, je crois, je me trompe, je ne sais plus, 2007 ou 2006. En août 2007 ou 2006, vraiment, je suis tombé au plus bas. Les médecins ont dit, voilà, t'as plus que 5 jours à vivre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit à mes parents. Il est foutu. Même à l'hôpital, il est foutu. J'avais enchaîné plusieurs arrêts cardiaques, j'étais au bout de l'épuisement et ainsi de suite. Et puis, j'ai entendu les amis qui m'ont fait vraiment passer ce message fort en me disant, écoute, nous, on a expérimenté, on a vu des gens qui s'en sont sortis simplement en mangeant énormément de fruits et de légumes et de produits crus tout azimut. Et moi, j'y ai cru et j'ai expérimenté. Et il s'est passé quelque chose de juste absolument extraordinaire. Enfin non, c'est pas extraordinaire parce que normalement, tout système vivant laissé à lui-même en l'absence de perturbation revient spontanément à l'état d'équilibre. Allez en croire, l'alimentation que je mangeais jusque-là, et c'est vrai que j'avais une alimentation qui était parfois un peu paradoxale. J'ai été connu à une période de ma vie pour pratiquer la monodiète. Mais la monodiète, par exemple, de chips de crevettes. J'étais fanat de chips de crevettes, j'adorais les chips de crevettes, donc je faisais des monodiètes de chips de crevettes.
J'avais déjà une âme d'hygiéniste, mais j'avais raté un peu le truc. Ou alors de cacahuètes, tu vois. Monodiète de cacahuètes, ça j'aimais bien aussi, c'est bien, ça se tient bien. Et donc ils m'ont dit, un des facteurs de perturbation essentiels, c'est l'alimentation. Et on te propose de supprimer ce facteur de perturbation et de voir ce qui va se passer. Et il s'est passé quelque chose de miraculeux. Parce que ce qui s'est passé, c'est que en l'espace de quelques semaines, j'ai arrêté de cracher du sang alors qu'en étant tuberculeux, je crachais énormément de sang. J'ai arrêté d'avoir des douleurs au foie qui étaient terribles, des douleurs au pancréas qui étaient terribles, et j'ai commencé doucement à reprendre du poids, à reprendre des forces. J'ai commencé doucement à sortir de mon état d'apathie. J'ai commencé doucement à sortir de mon état de dépression caractérisée. Parce que j'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'en étais arrivé là. En fait, j'ai réalisé, et je pense que c'est la source de tous mes malheurs, j'ai eu un mode de vie avant ça qui était peu ou prou un peu délétère. Je buvais pas mal, je fumais pas mal, mais un peu comme tout le monde. Je sortais pas mal, je faisais beaucoup de sport, je m'épuisais pas mal, mais il y en a d'autres qui ont fait ça. Mais il s'est passé un événement dans ma vie qui était assez important, c'est que c'était quand j'avais 26 ou 27 ans, je ne me souviens plus exactement, je suis rentré d'un très long voyage à vélo avec une infection généralisée à la salmonelle. Bon, déjà à l'époque, si j'avais connu ce que je connaissais maintenant, je me serais dit, ok, infection à la salmonelle, normalement tu as un système immunitaire qui doit t'en protéger de la salmonelle. Si la salmonelle est passée, c'est que déjà tu as un système immunitaire qui est passablement bas, et j'aurais corrélé ça avec mon état d'épuisement et de fatigue, parce que ça faisait pas mal de mois que je sillonnais l'Europe à vélo, dans des conditions matérielles qui étaient parfois relativement précaires, et je commençais à être vraiment épuisé. Enfin bon, je suis arrivé en France et j'ai déclaré une infection massive à la salmonelle. Qui plus est, à l'époque, j'étais en couple avec une médecin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé à l'hôpital. À l'époque, c'était l'hôpital La Péronie à Montpellier. Et on m'a donné une antibiothérapie de mammouth. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, à l'époque, j'ai pas fait le lien. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à perdre du poids de façon massive. Et surtout, j'ai plongé dans un état dépressif absolument catastrophique. Je crois que j'ai vécu les années les plus noires de ma vie. Je pleurais tout le temps, j'étais complètement déprimé, je ne digérais plus rien, je commençais à perdre du poids délibérément. J'ai compris après coup que la dose d'antibiotiques qui m'avait été donnée avait porté un coup, alors pas fatal, il ne faut pas exagérer, mais un coup important aux populations bactériennes qui étaient dans mes intestins, populations bactériennes dont j'ai appris après coup qu'elles étaient essentielles à l'assimilation, au fonctionnement métabolique et à toute la fonction digestive, et qui plus est, que ces populations bactériennes avaient un rôle à jouer éminent sur le fonctionnement cognitif. Il faudrait plus de temps pour développer ça, mais qu'elles jouaient un rôle essentiel dans la dépression que je vivais. Et donc, quand j'ai rencontré ces personnes que j'étais à l'agonie, eh bien, ils m'ont dit simplement, il faudrait que tu manges tout cru, des fruits et des légumes. Et tu vas voir, tout va aller mieux. Alors, depuis, j'ai affiné le discours et c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous parler des questions de système nerveux. Parce que je me suis rendu compte depuis que ça ne marche pas aussi facilement que ça. C'est-à-dire que tu as des gens, tu leur dis effectivement, alors ça peut vous paraître surprenant, il y en a peut-être qui sont convaincus dans cette salle, il y en a peut-être qui ne sont pas convaincus. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, je vous proposerai à la fin de la conférence, je vous proposerai une petite expérience pour voir peut-être par vous-même. Mais je m'étais rendu compte que il y avait deux types de témoignages. Il y avait les gens qui te disaient, moi, j'ai beaucoup de difficultés, j'ai beaucoup de douleurs, j'ai beaucoup de symptômes. Je me mets à changer mon alimentation et en 3 semaines, je pète la forme. Et à l'inverse, tu avais des personnes qui n'allaient pas bien. Mais j'ai remarqué aussi, après coup, elles n'allaient pas mal non plus. Elles n'avaient pas beaucoup de symptômes. Elles étaient dans une espèce d'entre-deux médiocre, avec des choses dites chroniques. Ces personnes changeaient leur alimentation, puis bon, il y avait un petit mieux, mais pas tant que ça. Alors, pour comprendre ce phénomène, il faudrait en revenir à la notion de symptôme. On a basé l'essentiel de notre science médicale actuellement sur la notion de symptôme. C'est-à-dire que la plupart des actions thérapeutiques, alors je dis ça en caricaturant et en simplifiant certainement, mais la plupart des actions thérapeutiques visent à supprimer les symptômes. Or, de ce que j'ai compris, le symptôme
n'est absolument pas un indicateur de notre état de santé. Je vais vous donner un exemple pour l'illustrer, on pourra en donner des tas. Imaginons, tu as 14 ans, tu es au lycée, le moment tant attendu de la première clope ou du premier pétard, hein, comme tu veux. Tu as tous les copains qui t'entourent, tu allumes ta première clope, tu la portes à ta bouche, tu sais que là c'est vraiment le moment de vérité. Tout le monde est en train de te regarder. Tu tires sur la cigarette, tu craches tes poumons. Tu expectores. En tant que tel, c'est un symptôme. Tu rejettes un produit toxique que tu as inhalé. Parce que je pense que tout le monde peut être d'accord, la fumée de cigarette n'est pas un produit nécessaire et vital pour l'organisme. On peut vivre sans fumer de cigarette. Donc, tu rejettes un produit toxique. Imaginons que tu t'entraînes consciencieusement tous les soirs chez toi. Une clope, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Au bout de quelques temps, tu vas arriver dans la cour de ton école, c'est Clint Eastwood. La classe, le regard glacial, l'attitude flegmatique, tu portes la clope à ta bouche, tu aspires et tu ne craches plus. Tu ne fais plus de symptômes. Peut-on dire pour autant que tu es en meilleure santé? Est-ce qu'on peut dire que tu es en meilleure santé parce que tu ne craches plus, parce que tu ne fais plus de symptômes? Non. Et d'ailleurs, moi, il y a une phrase qui m'avait marqué quand j'étais jeune. J'avais lu un gars, c'est un Indien qui s'appelle Krishnamurti. Il avait une phrase qui m'avait marqué, il disait « Il est normal d'être totalement… » Alors, c'était quoi sa phrase? D'être inadapté à un monde globalement malade. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il est normal de globalement rejeter des produits quand on baigne dans un environnement globalement toxique. Parce que si on baigne dans un environnement globalement toxique, qu'on se nourrit de cette toxicité au quotidien, et qu'on ne le rejette pas à l'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on l'accumule à l'intérieur. Donc, on a qualifié le symptôme comme quelque chose de négatif. Moi, dans ma compréhension de l'humain et du fonctionnement métabolique du corps humain actuellement, au contraire, ceux qui font le plus de symptômes, c'est ceux qui rejettent le plus à l'extérieur les produits toxiques issus de leur environnement. Et d'ailleurs, pour exemple, et je termine ma phrase, et pour arriver à rejeter de manière adéquate les produits de notre environnement, il faut avoir un système nerveux qui fonctionne de manière efficace. Petit exemple, les maladies infantiles. Les enfants quand ils sont malades, on ne peut pas les rater. Ça crache, ça tousse, ça mouche, ça sort, c'est le carnaval, c'est le 14 juillet, ça explose. Ça dure pas longtemps, mais c'est intense, c'est bruyant et c'est visuel. C'est ce qu'on appelle des catarrhes. Beaucoup de symptômes. Quand l'âge avance, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, tu fais beaucoup moins de fièvre. Tu fais beaucoup moins de ces maladies infantiles dans lesquelles ça s'allume de tous les côtés avec des boutons rouges, des boutons blancs, des boutons bleus. Tu n'as plus toutes ces sorties. Par contre, tu rentres dans une espèce de zone de flou. Une zone dans laquelle tu as des douleurs chroniques, et puis tu as une espèce de mal-être global qui s'installe, des petites douleurs articulaires, le matin ça va pas, le matin… Tu n'as plus de symptômes forts, tu as une espèce d'état de mal-être chronique qui s'installe. Dans ma compréhension des choses, la différence entre les deux, c'est que tu as un système nerveux qui est de plus en plus épuisé et que tu n'as plus la force nerveuse pour faire tous les symptômes qui étaient propres à l'enfance. Pour faire une fièvre, il faut beaucoup d'énergie. Pour arriver à monter un corps à 41, 42 degrés, il faut dépenser une énergie colossale. Je l'ai vécu, moi, parce que ça demanderait beaucoup d'explications, mais on va dire que souvent, quand un corps revient à la santé, on considère en hygiénisme qu'il y a des crises de guérison, des passages, des espèces de moments clés. Et moi, il y a eu un moment, il y a 3-4 ans de ça, où un jour de février, d'un seul coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec une poussée de température. Et une poussée de température qui m'a amené au-delà de 42 degrés. J'ai passé pas mal d'heures, même je crois plus d'une journée à 42,4 ou 42,5, un truc dans le genre. C'était haut. D'ailleurs, il paraît, mes proches m'ont dit que j'étais complètement dans les vapes, j'étais complètement dans le gaz, et le seul truc que je disais, dès que quelqu'un s'approchait, je disais « touche pas à ma température ». Moi, je voulais regarder ma température, j'étais content, je disais « enfin, il y a quelque chose qui se passe ». Ça faisait des années que je n'avais pas eu de température. Je peux vous dire qu'après cette expérience, quand ma température a enfin rebaissé, j'étais complètement vidé.
J'ai une photo que j'avais prise à l'époque, on dirait que j'ai couru un 100 km, quoi. Je suis comme ça, je plane complet, je suis cool, c'est cool, c'est tout. Hein, je suis complètement épuisé. Pour faire une forte température, il faut énormément d'énergie nerveuse. Alors, pour en revenir à ce que je disais au départ, je vous disais, parmi les témoignages des personnes qui disaient avoir changé d'alimentation, j'avais le témoignage du gars qui a beaucoup de symptômes. Alors, moi, en plus, ça m'intéresse parce que je fais des vidéos. Donc, le mec qui a beaucoup de symptômes, ça parle. Le gars qui arrive, qui dit « Ouais, j'avais ça qui va pas », il te montre des photos, il est ignoble, il a des boutons partout, ça crache, ça mouche, tu vois, tu sens qu'il n'est pas bien. Il change d'alimentation, 3 semaines après, oh, il va super bien, il respire très bien, tu as ses proches qui viennent témoigner « Ah, c'est incroyable, Gilbert, il était toujours malade, là, d'un seul coup, il va bien et tout. » Donc, moi, pour faire tourner ma boutique, c'est super. Je dis aux gens « Regardez, en 3 semaines, il s'est réhabilité. » Puis à côté de ça, j'avais des gens qui faisaient peu de symptômes et qui, eux, mettaient du temps à se réhabiliter. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai autant insisté sur l'importance du fonctionnement de notre système nerveux. La différence entre les deux, c'était la force du système nerveux. Parce que, comme je vous le dis, on se nourrit à partir de notre environnement. Et ce qui détermine nos échanges avec notre environnement, notre capacité à nous nourrir de notre environnement, c'est la capacité de notre système nerveux à nous animer, à soutenir les opérations de digestion, d'assimilation. La différence entre ces personnes, c'était ça. Et c'est pour ça que maintenant, de plus en plus, je parle d'alimentation, je parle de l'intérêt fondamental, puisque moi, ça m'a littéralement sauvé la vie. Et quand je parle de sauver la vie, c'est à proprement parler. C'est vraiment le terme adapté, puisque le pronostic qui avait été donné, c'était vraiment quelques jours de vie. Eh bien, ce qui m'a sauvé la vie, c'est de changer radicalement mon alimentation. Mais ce qui m'a sauvé la vie aussi, c'est que quand je suis tombé au plus bas, je me suis octroyé enfin plusieurs mois de repos absolu. J'ai pas le choix, de toute façon je ne pouvais plus bouger, ça c'était réglé. Mais je me suis octroyé plusieurs mois de repos absolu. Et ça a changé complètement la donne. Alors, si j'avais un message à faire passer ce soir, après on va vraiment prendre un temps pour les questions, si vous voulez, enfin les questions, les échanges. Je n'aime pas la question, parce que ça fait un peu autorité, j'ai réponse à tout, c'est pas le cas. S'il y avait un message que j'avais envie de vous donner qui est essentiel, c'est que, vous voyez, quand j'ai été au plus mal, il y a un diagnostic qui a été fait. Et le diagnostic, il est toujours objectif. C'est-à-dire que le diagnostic médical qui avait été posé, c'était tuberculose, c'était hépatite, c'était pancréatite. À partir de ce diagnostic, il y a un pronostic qui a été émis. Le pronostic, c'était, ok, vous en avez pour 5 jours à vivre. Je pense aussi à un petit enfant qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle Guillaume. Je le cite souvent parce que, bon, voilà, c'est devenu un ami. Guillaume, quand sa maman m'a contacté, il avait 4 ans. Alors, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas praticien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe et je prétends pas l'être. Je suis juste quelqu'un qui partage et comme je fais des vidéos, il se trouve que je suis en relation avec des personnes. Et donc, elle m'avait contacté pour me raconter son histoire. Et elle m'a dit, voilà, Guillaume, il a un souci quasiment depuis sa naissance, il a une forme de maladie qu'on appelle une thrombopénie idiopathique. Donc, quand on te dit idiopathique, déjà, ça sent mauvais, ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. Idiopathique, ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. Thrombopénie, ça voulait dire qu'il n'avait pas assez de plaquettes. Les plaquettes, ce sont des éléments figurés du sang qui donnent, pour faire simple, qui donnent sa structure au sang. Et donc, comme il n'avait pas assez de plaquettes dans son sang, comme sa rate détruisait visiblement toutes ces plaquettes, eh bien, Guillaume, dès qu'il se cognait quelque part, il risquait d'avoir un épanchement sanguin et de perdre tout son sang. Et il était en danger. Et donc, sa mère m'a contacté et elle m'a dit, voilà, je t'appelle, je te contacte parce que j'aimerais bien avoir ton avis, ton conseil, ton encouragement. On m'a dit que l'état de Guillaume était irrémédiable, donc il y avait un diagnostic. Thrombopénie idiopathique. L'état de Guillaume était irrémédiable et que la seule solution, c'était de faire une ablation de la rate et un traitement par chimiothérapie. Je ne sais toujours pas pourquoi chimiothérapie. Ablation de la rate, je peux imaginer. Et elle me dit, je ne peux pas m'y résoudre. Guillaume, il a 4 ans. Je ne peux pas m'y résoudre. Et moi, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai parlé de ce que j'appelle la bonne nouvelle du corps vivant. Je lui ai dit, mais ton enfant, il est gouverné par la loi de l'homéostasie. Tout système vivant, et a priori Guillaume, il est un corps vivant, laissé à lui-même en l'absence de perturbation, revient spontanément à l'état d'équilibre. Je lui dis, si tu veux, je peux te proposer de faire le tour des perturbations qu'il y a dans son environnement, et on pourrait voir quand même si en supprimant ces perturbations, ça ne reviendrait pas à la normale.
il y avait un diagnostic. Le pronostic, c'était Guillaume n'est pas viable et encore, il faudra lui enlever la rate et le soumettre à une chimiothérapie pour que peut-être il puisse vivre. Le diagnostic pour moi, c'était il a une tuberculose, il a une hépatite, il a une immunosuppression qui est très importante. Le pronostic, c'était il est condamné et dans 5 jours, il sera mort. Sauf qu'on avait oublié une chose. C'est qu'entre diagnostic et pronostic, il y a quelque chose et c'est nous. C'est notre responsabilité. Le problème, c'est que si on vit dans un modèle pasteurien, en vivant dans le modèle pasteurien, on est innocent. Innocent et irresponsable. La maladie nous tombe dessus comme un arbitraire. C'était pas de peau, pas de chance, tu passais au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle t'est tombée dessus, roulette russe, et puis toi, tu peux rien. Si on sort de l'arbitraire pasteurien, si on sort de ce regard et de ce modèle, et qu'on rentre dans un modèle plus proche de ce que nous avait proposé Antoine Béchamp, on se rend compte que notre responsabilité, elle est totale. Mais si notre responsabilité elle est totale, ça veut dire aussi que notre marge de manœuvre, elle est totale. Parce qu'on n'est plus soumis à un arbitraire, mais on est soumis à une loi de cause et de conséquence. Et si on connaît les lois biologiques qui sous-tendent la vie humaine, les besoins réels de l'humain, à ce moment-là, on comprend où est-ce qu'on a bugué et on comprend ce qu'on peut corriger. Entre diagnostic et pronostic, il y a nous et nos choix. Guillaume, aujourd'hui, il va très bien. Au bout d'1 an, il avait déjà ses plaquettes qui avaient remonté. Au bout de 2 ans, il a quasiment une normale en termes de plaquettes. Et d'ailleurs, son histoire, elle est très belle, parce que dans la famille de Guillaume, sa mère, au début, elle s'est battue contre tout le monde. Parce que tout le monde lui a dit « t'es folle. Tu fais prendre à cet enfant énormément de risques, parce que tu refuses les traitements médicaux. » Et c'était chaud. Et puis avec un enfant, particulièrement en France, il y a énormément de pression. Quand tu fais prendre des risques à un enfant, tu as tous les services sociaux qui te tombent dessus. Et dans la famille de la maman, il y avait en plus une personne, sa sœur, qui était médecin. Donc, qui a regardé ce que faisait sa sœur avec, au début, beaucoup de scepticisme. Et puis, elle a constaté, au fur et à mesure des semaines, au début, les plaquettes ne remontaient pas. C'est clair, ça a mis des mois avant de remonter. Par contre, le petit Guillaume, il reprenait énormément de vitalité. Ses joues devenaient beaucoup plus roses. Il était beaucoup plus riant, il était beaucoup plus joyeux, il était beaucoup plus en train. Il bougeait beaucoup mieux. Elle s'est dit, il y a un truc qui se passe pour mon neveu. Et il se trouve qu'elle, elle souffrait d'une atteinte qu'on appelle une atteinte auto-immune de la thyroïde. On appelle ça une thyroïdite d'Hashimoto. C'est une atteinte dans laquelle le corps, les anticorps attaquent la thyroïde, ce qui fait qu'elle était depuis des années avec un produit qu'on appelle le lévothyrox, qui sont des hormones thyroïdiennes de substitution. Et donc elle avait une atteinte auto-immune de sa thyroïde et à terme elle était condamnée à ne plus avoir de thyroïde du tout parce qu'elle allait être détruite. Elle allait être détruite par les anticorps. En voyant ce que vivait Guillaume, elle aussi, il y avait un diagnostic. Et le pronostic, c'était « votre thyroïde va être détruite. À terme, vous ne fonctionnerez qu'avec du lévothyrox. » Elle aussi, elle a mis un coin dans la porte entre diagnostic et pronostic. Elle s'est dit « je vais essayer ». Et elle, je l'ai beaucoup aimée parce que, en plus, c'était un médecin. Donc, bon, déjà pour moi, ça m'intéressait énormément. T'imagines, témoignage de médecin, là, c'est le truc, c'est France 2, quoi, c'est la totale. Mais en plus, elle a fait ça avec la rigueur d'un médecin. C'est-à-dire, quand, au bout de 2 mois, elle m'a contacté, elle m'a dit « je suis passé de 120 de lévothyrox à 70 mg, il y a quelque chose qui bouge ». Moi, j'étais au taquet, je lui ai dit « ça y est, donne-moi un témoignage ». Je lui ai dit « non, on va se calmer, on va attendre ». Quand 2 mois après, elle m'a recontacté, elle m'a dit « je suis passé de 70 à 40 », moi aussi, là, j'étais chaud bouillant. Je lui ai dit « un médecin témoigne ». T'imagines le titre de la vidéo, ça fait classe, quoi, tout de suite, ça attire les chalands. Non, elle m'a dit « non ». Attends, je veux que ça stabilise. Quand quelques mois après, elle est arrivée à supprimer complètement le lévothyrox, sans avoir les symptômes de l'hypothyroïdie. Là, je lui ai dit, à fond, tu témoignes. Elle a dit non, on va attendre que ça se stabilise. 6 mois après, à ne plus prendre le lévothyrox et ne pas avoir de perturbations liées communément à l'hypothyroïdie, elle a accepté de témoigner. Mais en même temps, elle faisait quelque chose qu'elle ne m'avait pas dit. Elle continuait à doser les anticorps qui témoignait de l'atteinte auto-immune. Et quand 1 an après, elle m'a téléphoné et elle m'a dit « j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Non seulement, depuis 1 an et demi maintenant, je n'ai plus besoin de lévothyrox parce que ma thyroïde produit assez d'hormones pour que je fonctionne de manière normale,
non seulement ça, mais aujourd'hui, je peux t'annoncer qu'officiellement, l'atteinte auto-immune est terminée. Je n'ai plus les anticorps spécifiques à la thyroïde qui déterminaient la thyroïdite d'Hashimoto. Là, je lui ai sauté dessus, on a fait un témoignage, j'ai mis en gros un médecin témoigne. Ah, ça fait bien, quoi. Il y a cette loi de l'homéostasie. Et cette loi de l'homéostasie, elle est vraiment offerte à tous. Et parfois, je rencontre des gens qui me disent « Écoute Thierry, regarde si tu es dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais ?» Ben moi, la réponse, je la donne toujours la même aux gens. Je leur dis « Je ferai, moi, ce que j'ai fait pour moi. » C'est-à-dire, j'essaye de minimiser les facteurs de perturbation. Alors aujourd'hui, j'en ai cité quelques-uns. Je ne pouvais pas rentrer en détail, on est dans un petit temps d'échange qui n'est pas très très long. Hein. Si ça vous intéresse, je suis du Sud, donc j'ai tendance à beaucoup parler. Je suis assez logorique, donc je fais des vidéos sur un site qui s'appelle Régénère, et on voit que moi, on voit que ma gueule pendant des heures et des heures et des heures. Donc vous pouvez vous en farcir des tartines en entier. Les premières sont assez rigolotes, parce que je suis pas bien frais. Hein. On voit que, d'ailleurs, je salue toujours et je remercie les personnes qui ont été assez folles pour écouter un espèce de zombie cachectique édenté leur parler de santé. Là, je dis, là, il y a quand même chapeau. J'ai de l'avenir. Question marketing, c'est pas le top, mais il y avait quelque chose. J'avais une force de conviction. Mais j'y croyais, c'est vrai. Mais je leur dis toujours la même chose. Cette loi de l'homéostasie, elle est valable pour tous. Et si pour toi, avec ce que tu as mis en place, ça ne fonctionne pas encore, il y a une seule chose à faire. Aller regarder les perturbations, les facteurs de perturbation et trouver les bons. Ne pas se tromper. Ne pas aller passer des heures à raffiner ton alimentation, à trouver le meilleur petit truc dans ton alimentation, alors qu'en fait, le problème, c'est peut-être, par exemple, la Wi-Fi du voisin qui te bombarde et qui fait que ton système nerveux ne fonctionne pas de manière adéquate. Ou que le problème, c'est simplement parce que tu restes couché à tu vas te coucher à je sais pas quelle heure le soir, et donc, comme tu es épuisé, bah, t'as beau avoir la meilleure alimentation, ça remonte pas comme ça devrait remonter. Arriver à cibler les vrais facteurs de perturbation, en prendre la mesure et en tirer les conséquences. Et pour moi, il y a quelque chose de très joyeux là-dedans. Parce que si on regarde objectivement les facteurs de perturbation, on va se rendre compte aussi rapidement que ces facteurs de perturbation, ben, ils ne nous impliquent pas à nous-mêmes seulement. Ce que je respire, ce que je bois comme eau, l'environnement électromagnétique dans lequel je baigne, il est aussi conditionné par ce que va faire mon voisin, ce que va faire la communauté dans laquelle je vis. Et j'ai une chose, moi, qui est une certitude pour moi, c'est que on ne se sauvera pas tout seul. Hein. On ne se sauvera pas tout seul parce que, à part d'aller s'exiler dans une grotte au fin fond des Pyrénées, et encore, là, il y aura un facteur de perturbation, c'est que l'humain est un être fondamentalement social et grégaire. Et que si on vit tout seul au fond d'une grotte, il y aura un facteur de perturbation, c'est qu'on sera tout seul. On n'aura personne avec qui s'engueuler. Donc ça craint. Donc, il n'y aura pas de salut individuel. Et ça, pour moi, c'est une grande joie. Parce que c'est vrai que parfois, quand je me balade, quand je regarde le monde autour de moi, il ne me convient pas. Je vous avoue que spontanément, et je pense que nombre d'entre vous, on sera d'accord, je me sens éminemment mieux quand je me promène pieds nus sur la plage ou dans une forêt, que quand je me balade dans une zone commerciale. Mais toujours, ça me paraît une charge colossale. Je me dis comment de moi-même je vais pouvoir changer les choses. Eh bien, il y a une certitude en moi, c'est que on va se retrouver de plus en plus, et ça c'est pas un côté prophète à 2 balles, hein, je ne vais pas vous faire le numéro, hein, c'est on va se retrouver de plus en plus face à un mur. Quand je vous parle d'un enfant sur 2 qui va être autiste, on ne va pas pouvoir ne pas réagir. Et là, il va se poser une vraie question. Est-ce qu'on est capable de prendre la mesure des perturbations et collectivement de prendre les mesures qui s'imposent pour minimiser ces perturbations, quitte à revoir complètement notre mode de vie, notre mode de développement, nos habitudes, notre soi-disant confort, ou est-ce qu'on ne le fait pas? Mais pour moi, ça sera vite vu. Si on ne le fait pas, ça va être la fin d'une expérience. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste, sinon je ne serais pas là. Hein. Je suis pas optimiste non plus, je suis ni l'un ni l'autre, je suis là. Hein. Mais je crois que ça vaut le coup. Puis je sais plus qui disait, quitte à mourir, autant mourir les armes à la main. Alors,
c'est vrai que j'espère vraiment que cette bonne nouvelle du corps humain, cette loi de l'homéostasie, chacun pourra en prendre vraiment la mesure et réaliser que c'est quelque chose qui nous est donné à tous. La pleine santé, c'est notre héritage, c'est même notre nature en tant que telle. Et il ne tient qu'à nous d'aller la chercher. Ça paraît un discours un petit peu banal. En même temps, je crois que j'ai une petite légitimité pour le tenir parce que je reviens véritablement de l'enfer. Je reviens de l'enfer au niveau physique, je reviens de l'enfer au niveau psychique. J'étais dans un état que je souhaite à personne. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont vécu un véritable enfer ici, mais je reviens véritablement de l'enfer. Et je peux vous dire que simplement en changeant mon mode de vie, j'ai pu voir mon état d'être, mon état de santé réhabilité d'une façon que rien, aucun complément alimentaire, aucun spécialiste n'avait pu m'amener. Parce que pendant les 7 ans ou 8 ans où j'ai décliné, je peux vous dire que j'en ai fait des officines. Je suis allé même aux États-Unis, dans des centres de santé. Je suis allé voir les meilleurs, d'abord dans la médecine classique, après dans la médecine alternative, la médecine fonctionnelle aux États-Unis. Je suis allé voir des spécialistes. Je cherchais un sauveur. Le sauveur, je ne l'ai pas trouvé. Ou alors si, je l'ai trouvé, mais plus tard. C'est une autre histoire. En tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est le changement profond de mon mode de vie. Et ça a changé radicalement l'être que j'étais. Ça m'a changé sur le plan physique, ça m'a changé sur le plan moral, ça m'a changé sur le plan du comportement. J'espère qu'au travers de ces petites bribes d'informations que j'ai données, ça va vous donner envie d'aller plus loin, d'aller creuser. Il y a des choses à trouver, il y a des choses à trouver au niveau du système nerveux, il y a des choses à trouver au niveau de l'alimentation, il y a des choses à trouver dans notre mode de vie globalement, et je vous souhaite vraiment d'aller les trouver. Parce que moi, au final, bon, j'ai vécu une période de galère. Mais maintenant, là, vous voyez, je vais sur mes 42 ans. Dans 10 jours, dans 12 jours, maintenant, le 15 avril, j'aurai 42 ans. Ce que je vis maintenant, c'est juste le paradis par rapport à même ce que je vivais quand j'avais 20 ans. Je me sens une énergie, je me sens une endurance qui est juste colossale. Aujourd'hui, par exemple, j'ai donné un cours pendant presque 7 heures. Maintenant, je donne la conférence. Et je ne me sens pas fatigué. Ça, je n'aurais pas pu l'imaginer il y a encore 20 ans. J'étais quelqu'un qui avait une mémoire, qui avait une capacité à la concentration qui était relativement médiocre. Je vous souhaite vraiment à tous de découvrir ça, d'aller le saisir et d'aller le secouer. Parce que quelque part, cette bonne nouvelle de l'homéostasie, c'est quelque chose qu'il nous faut exiger, c'est un dû. Et l'image que je donne souvent, c'est si tu ne l'as pas, va secouer ton mode de vie jusqu'à ce qu'il te crache ce qu'il doit te donner, c'est-à-dire cette pleine santé. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Adieu.